Chers amis rivaroliens, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un article de François-Xavier Rochette, extrait du numéro 3449 de Rivarol du 2 décembre 2020. N'oubliez pas la doctrine, quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. L'article s'intitule Le décret Crémieux, la rançon d'une prise d'otage. Je ne sais pas si les Français l'ont senti passer, mais la République a fêté le 150e anniversaire du fameux décret Crémieux, principalement connu pour avoir donné la nationalité française à tous les Juifs d'Algérie en 1870. Évidemment, ce fut une aubaine pour eux, même si l'indépendance algérienne ne les aura pas épargnés en tant que Français naturalisés, un peu moins d'un siècle plus tard. Cependant, on oublie souvent que le décret Crémieux n'est pas le fait d'un caprice d'un homme, mais la concrétisation d'un projet aussi vieux, ou presque, que la conquête de l'Algérie. Nous devons aller plus loin. Crémieux n'était rien du tout. Oh, bien sûr, symbolisait-il à merveille le juif laborieux, ses parents n'étaient pas banquiers, qui, grâce à l'émancipation qu'avait accordée la Révolution à son peuple, le boursier qui aura atteint l'excellence grâce à l'égalité, à la liberté et surtout à la fraternité. Isaac Jacob Adolphe Crémieux, juif avignonnais, comme l'on disait, la communauté juive de France avant la Révolution se composait exclusivement de juifs dits avignonnais du Sud et de juifs d'Alsace-Lorraine, nés le 30 avril 1796 à Nîmes, devint ainsi avocat avant de devenir un haut dignitaire de la franc-maçonnerie, le promoteur de l'Alliance israélite universelle et un homme politique bien discipliné. Nous le voyons, il fut l'homme certainement le mieux placé pour défendre ce décret, car il n'existe aucun doute quant à sa loyauté envers son peuple et sa solidarité envers tous les juifs du monde entier. Mais il ne fut qu'un agent, zélé certes, de la naturalisation des juifs algériens. Le décret numéro 136 et 137 sont donc pris à Tours, en conseil du gouvernement de la Défense nationale, le 24 octobre 1870, signé d'Adolphe Crémieux, ministre de la Justice éphémère, durant ce gouvernement de défense nationale bricolé d'urgence, pour essayer de dialoguer face à Bismarck, qui a vaincu, mais continue de bombarder la capitale, de Léon Gambetta, d'Alexandre Gley-Bizouin et de Léon Fourrichon. Ils sont publiés au bulletin officiel de la ville de Tours le 7 novembre 1870. Le décret en particulier, que l'on appelle communément le décret Crémieux, tant son importance écrase les autres, est rédigé ainsi. Bulletin numéro 8, page 109, République française, numéro 136. Décret du 24 octobre 1870 qui déclare citoyens français les Israélites indigènes de l'Algérie. Le gouvernement de la Défense nationale décrète « Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour restant inviolables. Toute disposition législative, tout senatus consulte, décret, règlement ou ordonnance contraire sont abolis. » Fait à Tours, le 24 octobre 1870. Le décret Crémieux, un projet de longue date. Crémieux lui-même avait discuté du projet avec le précédent garde des Sceaux, Émile Ollivier, pendant la guerre, juste avant Sedan. Tous les acteurs de la naturalisation de 36 000 juifs algériens étaient convaincus que le chaos dans lequel se trouvait alors la France était propice à faire avaler le décret à ses plus farouches opposants. L'armée, alors aux manettes en Algérie, avait toujours été très rétive devant ce projet qui n'aurait pas manqué d'engendrer des conséquences sociales violentes. L'occasion du désastre militaire allait être saisie puisque le décret a été signé par un gouvernement provisoire dont la mission consistait à maintenir la Prusse militairement
et à négocier avec cette dernière dans le but de limiter les dégâts. Les dommages de guerre, les pertes de territoire, la disette sur Paris. N'aurait-on pas profité d'une fenêtre de tir pour imposer discrètement une réforme judéo-politique majeure? Une décision qui ne passe pas? Ce qui était prévisible arriva. 3 mois après la mise en application du décret, des explosions de violence eurent lieu en Algérie, non seulement chez les musulmans, mais également chez les Européens, qui comprirent que toute la carte électorale était chamboulée par cette nouvelle donne démographique. C'est bien le décret Crémieux qui fit là-bas le succès de Drummond et des candidats antisémites pendant la première moitié de la Troisième République. Sur ces entrefaites, Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République, interpellé par l'armée sur la situation algérienne, devenue à ses yeux structurellement ingérable, annonçait son souhait de supprimer ce décret et de remettre juifs et musulmans sur le même plan. Crémieux s'excite, mais ne pèse plus malgré les rencontres qu'il multiplie avec les personnalités politiques et militaires. Le 21 juillet 1871, le ministre de l'Intérieur, Félix Lambrecht, dépose un projet de loi abrogeant le décret Crémieux. Le vieil avocat Crémieux s'indigne et part en campagne à 75 ans pour sauver le décret. Il conduit finalement une magnifique délégation de rabbins venus d'Algérie faire part au chef de l'État, Alphonse Thiers, de leur opposition à sa remise en cause. Las, cet aréopage fastueux n'y fera rien, et pourtant Thiers devra quelques jours plus tard s'incliner quand le grand patron, le vrai patron et le véritable promoteur du décret tapota du poing sur la table, Alphonse de Rothschild lui-même. Et évidemment, on ne pouvait rien refuser à Alphonse de Rothschild. On ne pouvait absolument rien refuser aux financiers de la République aux abois, aux grands prêteurs usuriers. De James à Alphonse de Rothschild. Ce que Rothschild veut, la République donne. D'autant plus qu'en 1871, la pauvre France devait subir le racket de Bismarck, qui exigeait 5 milliards de francs, plus 300 ou 400 millions de francs permettant l'entretien de ses troupes très bien nourries. C'est bien la dynastie rothschildienne qui a voulu l'européanisation forcée des Israélites d'Afrique. Tous les protagonistes de cette affaire mènent à elle. Mais il faut savoir appeler un chat et appeler un décret sous son vrai nom. Le décret Crémieux est un décret Rothschild. On récompensa cependant Isaac Crémieux en le faisant élire sénateur à vie en 1875. Comme nous le savons, Alphonse de Rothschild est le fils de James de Rothschild, parti de la familia s'installant à Paris pour faire fructifier les avoirs du clan à 5 flèches. James a aujourd'hui la réputation injustifiée d'un juif déjudaïsé. En réalité, James était un fervent défenseur du monde juif et avait tout mis en œuvre pour que sa descendance devînt la digne représentante des élus de Dieu. Albert Cohn, le précepteur. Pour ce faire, il recruta un petit génie de la communauté, puits de science et polyglotte, parangon de la solidarité juive, Albert Cohn, comme précepteur de 3 de ses enfants, dont Alphonse. Avec lui, ces derniers reçurent leur instruction en hébreu et en histoire juive. Après ces années d'enseignement, James continua de le payer grassement afin qu'il coordonnât ses très nombreuses œuvres caritatives, fonction qu'il occupa pour le reste de sa vie. Quel fut son principal domaine d'activité? Les Juifs d'Algérie sous leurs conquérants français. Selon le biographe d'Albert Cohn, Isidore Leub, de sa biographie donc intitulée Albert Cohn, publiée en 1877, ces rapports présentés par lui personnellement au roi Louis-Philippe et à ses fils, le duc d'Aumale, conduisirent à une organisation des communautés juives d'Algérie qui était destinée à provoquer leur assimilation progressive avec les communautés juives de France. On comprend bien que le meilleur moyen de rapprocher les Juifs d'Algérie des Juifs français consistait évidemment à naturaliser les premiers,
même si les caractéristiques culturelles des uns et des autres étaient bien différentes. À l'aune de ces connaissances, ne voyons-nous pas la guerre franco-prussienne, qui est bien sûr d'abord une guerre d'unification germanique, calculée par Bismarck, sous un nouvel éclairage? Encore faut-il ajouter une connaissance précieuse de la situation économique et financière des États belligérants pour se convaincre du rôle d'un tiers, une tierce partie, ô combien puissant. Arbitre ou maître du jeu? Les historiens sont habituellement très taiseux sur le banquier de Bismarck. Gerson von Bleichroeder, fils de Samuel Bleichroeder, fondateur de la Bleichroeder Bank en 1803 à Berlin. Bleichroeder était le financier de Bismarck, l'incontournable financier de Bismarck. Si cet Israélite était l'homme le plus riche de toute la Germanie, il ne représentait pas grand-chose devant la famille Rothschild, si bien qu'il se plut à faire de sa banque en 1855 une succursale de la banque Rothschild, tout en gagnant toujours plus d'argent. Il faut savoir que Bismarck utilisait les relations d'affaires de Bleichroeder, avant tout, avec les Rothschild, pour recevoir des informations sur la situation économique et politique de la France. Et qui était associé aux négociations et au déroulement des répartitions de guerre françaises à la suite de la guerre franco-prussienne? Bleichroeder, l'agent numéro 1 des Rothschild lui-même. De sorte que l'on trouva des deux côtés, français et allemands, la même banque, le même maître. À noter que Bismarck s'installa au château de Ferrières, en Seine-et-Marne, avec tous ses domestiques, ses denrées et ses 27 000 bouteilles de Bordeaux. Bismarck n'aurait-il pas pu trouver mieux? Plus tard, devant l'évidence, la famille Rothschild fit tout son possible pour s'inventer une légende d'opposants et de braves patriotes français, allant jusqu'à inventer un Alphonse, accompagné de son frère en première ligne, en bras de chemise, lançant des cailloux sur les Prussiens. Même la récente biographie de la famille Rothschild, La dynastie Rothschild, écrite par Herbert R. Lottman, continue d'évoquer ces fadaises. Ce sont vraisemblablement donc bien les Rothschild qui sont derrière le décret Crémieux, comme ils sont derrière l'institutionnalisation de la Troisième République qui acheva la France en tant que puissance mondiale. Bismarck ne fit évacuer ses troupes qu'en 1873, après le massacre des opposants communards et la stabilité de cette république d'opportunistes. Le décret Crémieux est donc aussi le symbole du règne de l'argent et de l'étranger sur la France réelle, un symbole de la République, instrument de ce qui n'est pas la France, dans le but de l'asservir, de la domestiquer, de la saigner. Un décret Crémieux bis? Pour l'anecdote, la loi Crémieux bis a été votée le 24 février 2014 à la Knesset, le Parlement israélien, par opposition à celle du 24 octobre 1870. Le décret Crémieux de la Knesset, en 2014, institue une distinction entre citoyens arabes, musulmans et chrétiens, afin d'accroître l'implication des chrétiens dans la vie de la société israélienne. Ce décret sert à diviser le peuple palestinien. Yariv Levin, membre du Likoud, Israël, fut l'instigateur de cette loi, soutenu par Chaim Katz, alors président de la Commission parlementaire pour l'emploi, le bien-être et la santé, déclarant, je cite, « L'objectif est de veiller au bien-être de groupes de population qui ont des difficultés sur le marché du travail et de leur donner une représentation au sein de la commission consultative. » Fin de citation. Suscitant plusieurs semaines de débats enflammés au sein de la commission de travail, Jamal Zahalka, président de Balad, Ligue démocratique nationale, parti nationaliste israélo-arabe, critiqua Yariv Levin en déclarant, je cite, « Les droits des Arabes n'intéressent pas Yariv Levin. Il n'y a pas de problème chrétien ou de ruse spécifique en matière d'opportunités d'emploi. Il y a seulement un problème avec la population arabe en général. L'intérêt de Levin est de diviser cruellement la population arabe qui est déjà opprimée en l'état actuel des choses.
Nous ne serons pas ses laquais. Fin de citation. Dans une interview accordée au quotidien Maariv, Levin confirmait son intention de formuler une législation qui créerait une distinction entre la population arabe chrétienne, que lui-même tient à nommer simplement chrétienne, et la population musulmane, affirmant que, je cite, « Les Arabes chrétiens ne sont pas des Arabes ». Il y déclarait « Ma législation permettra une représentation séparée et accordera une attention particulière à la population chrétienne, détachée des Arabes musulmans. C'est une démarche historique importante qui peut aider l'État d'Israël à conserver son équilibre et à nous relier aux chrétiens. Je prends soin de ne pas les nommer arabes, car ce ne sont pas des arabes. Les chrétiens peuvent devenir des directeurs d'entreprises publiques. Ils auront une représentation séparée dans les pouvoirs locaux et bénéficieront de chances égales pour l'emploi. La première loi que je ferai passer donnera aux chrétiens une représentation au Conseil consultatif de l'Equal Employment Opportunities Commission. Fin de citation. Il ajoutait « Nous et les chrétiens avons beaucoup de choses en commun. Ils sont nos alliés naturels, un contrepoids contre les musulmans qui veulent détruire le pays de l'intérieur. En même temps, nous envoyons ce message. Nous aurons une main de fer et une tolérance zéro à l'encontre des Arabes susceptibles de s'identifier au terrorisme de l'État palestinien. » Fin de citation. Le décret Crémieux servait à rapprocher les Juifs d'Algérie des Juifs français. Le décret Crémieux bis israélien sert à rapprocher les Juifs des chrétiens. Par amitié ? Un article de François-Xavier Rochette, du Rivarol numéro 3449 du 2 décembre 2020. Chers amis, à bientôt.